Question. Connaissez-vous... Attention, je ne vous demande pas si vous l'avez vu, non. Est-ce que vous connaissez vraiment... Par exemple, saviez-vous qu'il est l'un des 2 films à avoir, au moins en partie, poussé l'animation japonaise à se développer au cours de la Seconde Guerre mondiale? L'autre était La Princesse à l'éventail de fer, le premier long métrage d'animation chinois. C'est en réaction à la vision de ces 2 films que sont nés Momotaro no Umiwashi et sa suite, Momotaro Umi no Shinpei, respectivement sortis en 1943 et 1945. Plus connu à l'international sous le nom Momotaro's Divine Sea Warriors, ce dernier est aussi réputé pour avoir été le premier long métrage d'animation japonais de l'histoire. Et c'est en partie là que se situe la différence avec les films d'animation qui les ont précédés. Jusqu'ici, leur durée reflétait la situation militaire du Japon, alors en plein conflit mondial. D'une durée moyenne de 17 minutes en 1942, ceci ne durait plus que 5 minutes l'année suivante, probablement en raison de l'élaboration de Momotaro no Umiwashi, qui mobilisait alors les ressources du fait de sa durée finale de 37 minutes. Effectivement, en coulisses, avait déjà fait son effet et motivé cette élaboration de production plus ambitieuse. Car s'il ne fut distribué qu'en 1955 dans l'archipel, il est aussi l'objet d'une anecdote fondamentale, resté dans l'ombre pendant 66 ans, jusqu'à ce que Soji Ushio la mette en lumière dans ses mémoires. Figure mineure de la télévision japonaise, on le connaît surtout pour avoir créé le tokusatsu Spectreman, Ushio était là en 1941, dans cette salle de projection privée de Tokyo, où se tenaient une douzaine d'hommes, animateurs, réalisateurs ou photographes de leur état. Tous étaient réunis pour visionner un film d'animation américain, une manière pour les Japonais de mieux connaître leurs ennemis selon Ushio. Ce film, c'est bien évidemment dont une copie avait été saisie par une patrouille japonaise dans le Pacifique Sud, dans une soute d'un navire américain. Et l'œuvre bouleversera ses tout premiers spectateurs japonais, jusqu'ici créateurs de petits dessins animés en noir et blanc, dont la qualité se situait à des millénaires de l'ampleur visuelle et de l'ambition démesurée de... Ushio avouera même avoir pleuré pendant les dernières minutes du film. Pourtant, fait ignorer des Japonais, ne générera du profit qu'à partir de 1969, soit quelques années après la mort de son génie de créateur. Du fait de techniques d'animation longtemps restées secrètes, le film témoigne aussi d'une époque d'apogée créative pour ses instigateurs, réunissant des centaines d'artistes pendant les 3 ans nécessaires à sa réalisation. Mais cela, les spectateurs présents dans cette salle en 1941 ne le savaient pas. Ce qu'ils ont découvert en revanche, c'est la capacité d'émerveillement d'un film éloigné des velléités politiques des dessins animés japonais de l'époque. Jusqu'alors, les films étaient produits sous l'égide de la loi de 1939, qui permettait entre autres la censure, dès la pré-production, des œuvres audiovisuelles ne respectant pas les impératifs nationalistes alors en place. Tout l'inverse de la liberté enivrante de... Spectacle long de 2 heures, avant tout conçu, selon Walt Disney, pour voir la musique et entendre les images. À travers lui, Ushio et sa bande se sont vite aperçus de l'impact que pouvait avoir un récit ample et une esthétique forte sur le grand public. Cette influence de Disney se retrouve dans Momotaro no Umiwashi et sa suite, tous 2 soucieux de faire rêver les enfants, derrière la propagande qu'ils incarnent clairement. Il faut donc croire que les images hypnotiques et expérimentales de... n'auront pas laissé indifférent Mitsuyo Seo, le réalisateur du diptyque Momotaro. Et oui, il était, lui aussi, présent à la projection secrète du film en 1941. L'occasion au passage de tenter de nouvelles choses en matière d'animation, notamment à travers la création d'une caméra multiplane inspirée de modèles déjà existants, de celle utilisée par Lotte Reiniger sur les aventures du prince Ahmed, à la caméra setback des frères Fletcher. Bien que largement oublié au profit de sa suite, le premier film sera un succès au box-office local. Il rapportera 3 fois son budget, bien aidé par des sorties scolaires imposées par les autorités. Le second opus, quant à lui, pâtira des derniers jours de la guerre et de la destruction des villes susceptibles de le diffuser. Ce qui n'empêchera pas le jeune Osamu Tezuka de le découvrir en salle, en avril 1945. Il avouera plus tard avoir été ému aux larmes par le message d'espoir véhiculé par le film. Ainsi commença donc la carrière de sur l'archipel, inspirant en partie la création de 2 films qui marqueront eux-mêmes les spectateurs de leur époque.